Écoutons cette vidéo très intéressante que je vous invite à partager. Je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur. Je vous demande d'écouter et de dire ce que vous pensez d'abord en commentaire. On va se retrouver à la fin pour que je conclue. C'est-à-dire, quand cette agence de presse donne une information, l'agence peut être téléguidée par des services de renseignement. Vous voyez, c'est fait à dessein. Donc, on donne les mêmes éléments de langage et une fois que l'agence donne, les rédactions s'en accaparent et ces rédactions reçoivent également des consignes en tant que telles, sinon des mots-clés qu'ils pourront utiliser. Et c'est comme ça que ça part en vrille. Et souvenez-vous un peu, en novembre également, au mois de novembre 2021, le même scénario s'est à peu près déroulé en Éthiopie, quand il y a eu la guerre avec les rebelles du Tigré. Et on a balancé des informations pour dire Addis Abeba prête à tomber. Et on disait qu'à un moment, les rebelles sont à 170 km de Addis, et après on dit 80 km de Addis. Et vous avez vu, à l'époque, le premier ministre éthiopien a porté lui-même la tenue militaire, a sonné la mobilisation générale, il est allé au front, et pendant qu'il disait que bon, les rebelles sont à 80 km de la capitale, toutes les grandes ambassades occidentales ont demandé à leurs ressortissants de quitter la capitale éthiopienne. Et même certaines ambassades africaines ont fait évacuer une partie de leur personnel. Mais finalement, Addis Abeba n'est jamais tombé. Le gouvernement a renversé la situation. Donc, c'est un peu la même stratégie qui est utilisée. Et comme le disait Bandjougou, l'objectif, c'était quoi? C'est de faire peur et de pouvoir justifier probablement une intervention au Mali, dire que bon, il faut intervenir, sinon c'est fini. Et s'il y avait intervention, ils n'allaient même pas attendre la demande du Mali, ils allaient intervenir sans la demande du Mali. Et c'était ça le danger. Et le rôle de nous journalistes, c'est quoi? Dans un pays normal, on informe. Le journaliste, son rôle, c'est l'information, pas la déformation de l'information. Mais quand on est en situation de conflit, le journaliste, il doit informer, oui, mais il doit faire de telle sorte que l'intégrité territoriale ne puisse pas être mise en cause. D'accord. Quand il découvre également qu'une information, il y a des doutes par rapport à une information, c'est son rôle de dénoncer, parce que là, un journaliste, il devient quelque part un fact-checker également. C'est à lui de voir si une information est fondée ou non. Et une information, c'est facile à vérifier aujourd'hui. Parce que d'où vient la source? Quelle est la source de l'information? Pourquoi elle est diffusée? Et quel est l'objectif visé? Si on arrive à répondre à ces trois questions, on peut se situer automatiquement. Le narratif, il paraît bien ficelé, bien important, mais surtout, ce qui tique, c'est que ces rédactions, le président l'a dit, ont utilisé les mêmes notions en boucle, mais ce qui n'est pas compris pour beaucoup, c'est comment est-ce que nos journalistes, à nous, reprennent ces mêmes notions pour essayer de déconstruire cette désinformation. Bon, le problème, il y a une question de réflexe et de responsabilité ici. Je l'ai toujours dit, dans les différents modules de formation que j'anime, je dis toujours aux jeunes journalistes, faites attention. Il n'est pas dit que vous recevez une dépêche, une information, que vous êtes obligé de reprendre l'information de la même manière. Il faut faire un travail de réécriture. Il faut réécrire ce qu'on vous donne comme information. Quand on vous envoie une dépêche, mais cherchez à savoir, cette dépêche, elle parle de quoi? Est-ce qu'il y a des superlatifs dedans qui me généraient ou pas? Ou bien, si ces superlatifs n'apportent rien à l'information, pourquoi les utiliser? Quand on va dire le dictateur, l'homme fort, ceci, cela, mais est-ce qu'on a besoin de répéter cela? Non. On n'est pas des perroquets répétiteurs. C'est à nous de faire preuve de lucidité et de pouvoir traiter l'information suivant les besoins d'abord de notre public, de notre auditoire et suivant les réalités de notre pays en tant que tel. C'est-à-dire, on ne déforme pas l'info, mais on essaye de départir l'information de tout ce qui peut l'encombrer en tant que tel. Donc, quand on reçoit une information et qu'on reproduit cette information telle qu'elle, moi je pense que quelque part, c'est plus qu'une paresse intellectuelle, c'est une faute professionnelle. Faute professionnelle pour M. Sanouko, est-ce que vous partagez le même réflexe quant au fait que les journalistes reprennent systématiquement, parce que durant ce laps de temps, ce sont les mêmes mots qui revenaient. Bamako est presque tombé, le djinnim aux portes de Bamako, la ville paralysée, la crise à son paroxysme. Et Astan, vraiment je te remercie et reconnaissons les faits. C'est vrai que dans nos rédactions, il y a beaucoup à faire en matière de formation, en matière de renforcement des capacités. Mais pour ce cas précis, la reprise du narratif occidental
n'a pas été systématique comme auparavant. Il y a eu une prise de conscience généralisée au niveau des rédactions conventionnelles et même au niveau des réseaux sociaux. Nous avions constaté que dans un passé récent, les mots étaient valorisés en fonction de leur usage par certains journalistes. Mais dans la crise actuelle, les gens n'ont pas repris systématiquement ce qui a été dit. Les gens ont plutôt essayé d'apporter une réaction à ce qui a été dit parce que les gens étaient étonnés. Les gens étaient étonnés et se demandaient si le Bamako dont on parle, c'est le Bamako dans lequel ils sont en train de vivre. Les gens se sont interrogés. Personnellement, j'ai eu des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive souvent de prendre une retraite de 3 jours, 4 jours, sans sortir de la maison. Ça a coïncidé avec un moment où j'avais volontairement décidé de faire 3 jours à la maison. Et pendant ces 3 jours-là, Dieu est témoin, je n'avais même pas mis pied dans la cour de la maison. Je suis resté retranché dans ma chambre. Pendant 3 jours, il m'arrive de le faire. Mais c'est à cause de cette crise-là que je suis sorti pour voir réellement si le Mali ne s'était pas renversé à mon insu. Je vous assure, parce que le narratif vous le narratif qui était là, j'ai accès à l'information, j'ai accès à la connexion, j'ai regardé les différentes chaînes, ce qui s'est passé en boucle. Et quand j'appelle souvent certaines personnes pour leur demander, finalement, nous-mêmes, on ne comprend même pas ce qu'il y a. Je dis, mais autour de nous, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que ça a coïncidé avec un moment où il y avait le blocus là, et il y avait eu une sortie des porte-parole des groupes terroristes qui étaient venus parler effectivement des succès des opérations qu'ils étaient en train de mener. Donc tout cela a fait qu'il y avait une psychose qui s'était installée. Mais finalement, nous sommes revenus à la conclusion que les médias français impliqués dans cette opération sont des médias libres, mais ils ne sont pas indépendants. Libres dans les expressions qu'ils utilisent pour appuyer l'objectif recherché, mais dépendants d'un pouvoir politique qui leur donne des orientations. Dans ce cas, on peut parler d'une communication ciblée? Bien évidemment, c'était une communication ciblée, coordonnée surtout. Monsieur Sanogo, les réponses toujours servies par les hommes de médias face à ce matraquage médiatique, que faut-il faire? Parce que là, nous quittons carrément le cadre du domaine du journalisme proprement dit. Nous rentrons dans le cadre de la communication. Bon, moi je dirais on peut même rester dans le domaine du journalisme. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand il y a ce genre de campagne, moi je vais dire que c'est de la désinformation pure et dure. On parle de fake news, on parle beaucoup de fake news, mais c'est que les gens ignorent. Fake, quand on prend le terme même dans son sens étymologique, fake en anglais, ça ne veut pas dire false. Faux, c'est false. Mais fake, non. Quand on parle de fake news, c'est-à-dire c'est de la pure désinformation. C'est intentionnel, c'est fait pour nuire et c'est fait pour porter atteinte à quelque chose. Et en la matière, moi je ne dirais pas que c'était une campagne de communication, mais je dirais que c'était une campagne de désinformation dans un but bien déterminé. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, journalistes, avant même les responsables politiques ou économiques, mais nous, en tant que journalistes, on a été formés. On a été formés dans les mêmes écoles que nos confrères d'ailleurs. Mais c'est à nous de décortiquer comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est vrai, décortiquer le vrai du faux et expliquer cela aux populations parce qu'ils se disent que nous sommes dans un pays à majorité analphabète. Certes, oui, mais on est dans un pays fortement informé. Parce que vous savez, par exemple, dans un pays comme le Mali, la radio demeure le média le plus écouté. Malgré la puissance maintenant des réseaux sociaux, il y a à peu près 48% de la population qui écoute la radio. Donc si on arrive, nous journalistes, à faire ce travail de décryptage, à expliquer ce qui se passe, à tirer le vrai du faux, les populations pourront se faire elles-mêmes leurs propres opinions. On n'a pas besoin de les conditionner. Il nous faut juste pouvoir faire notre travail de décryptage, de décortiquer et de faire un travail de fact-checking. Cela est très important. Donc pour moi, c'était plus une campagne de désinformation à but bien précis.
Des informations à but bien précis, M. Sanogo vient juste de le dire. M. Danté, est-ce que quelque part, utiliser ces médias, parce qu'on le sait, on le voit, ce sont des médias qui ont plus d'audimat que nous ici au Mali. Parlons de cette crise spécifique. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire de la part des hommes de médias, acteurs de médias, pour déconstruire quelque part ce narratif, la psychose qui a voulu être installée dans l'esprit, dans le subconscient des Maliens? Bon, ça, je ne suis pas dans une logique de nier l'évidence. Hein. Ces D'accord. médias, c'est des médias aux moyens impressionnants. Mais depuis un certain temps, la notion de grands médias est à relativiser. C'est à relativiser parce que la parole est devenue tellement libre, les moyens de communication sont devenus tellement accessibles que, sans avoir des chiffres exacts, combien de Maliens suivent ces chaînes à partir des bouquets? Non, on les regarde à partir des réseaux sociaux. Et là où ils sont diffusés, c'est là où on apporte la réponse à ce qui se passe. Je suis totalement d'accord avec le grand frère Salif. C'est une campagne de désinformation. Maintenant, une fois que la campagne de désinformation est organisée, planifiée et mise en œuvre, ça cesse d'être information et ça tombe dans le domaine communicationnel. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Je l'ai dit et je le dirai encore. On ne combat pas le mensonge par le mensonge. C'est la vérité qui combat le mensonge. Et la vérité combat le mensonge par le recoupement des faits, la vérification de l'information et donner la parole aux acteurs. Une fois ces différents paramètres réglés, on peut en ce moment procéder au traitement et à la diffusion de son information. Si on dit que Bamako est encerclé, aux alentours de Bamako, quelles sont les localités qui existent? Vous, à partir de votre studio, vous avez la possibilité de toucher les quartiers alentours de Bamako. Et si Bamako même est encerclé dans un rayon de 10-15 km, tu sais à 10-15 km de Bamako, quelles sont les localités qui existent? Avec les téléphones qui existent, les réseaux qui existent. Vous n'avez trouvé personne qui, à partir d'un petit téléphone sur son toit, montre des hommes armés encercler Bamako à partir des collines là pour faire hao sur la ville. On n'a pas vu ça. Donc honnêtement, on a voulu créer la psychose, la peur, et on a pensé que cela pouvait aussi susciter des appétits ou permettre à des opposés de l'intérieur de se manifester. Mais l'objectif, c'était de créer un chaos qui se terminerait certainement dans un bain de sang. Imaginez, partout où il y a eu des carnages, tout s'est passé en quelques heures. L'être humain est capable de barbarie et de sauvagerie. Des trucs accumulés pendant longtemps, des règlements de comptes, des situations qui sont là, mal gérées ou sans fondement, dans un pays où tout le monde peut se procurer d'une arme, qu'elle soit létale ou blanche, et dans un pays où la crise a fait que la pauvreté a atteint un niveau extraordinairement élevé, où l'on peut justifier sa pauvreté par l'aisance relative de l'autre, il faut faire attention. Et l'information était utilisée pour créer d'abord le doute entre gouvernants et gouvernés, et pour créer effectivement la méfiance entre les Maliens qui pourraient s'entretuer. Imaginez aujourd'hui tous ces débats auxquels nous assistons sur les réseaux sociaux. Des questions qui hier n'étaient pas abordées, mais deviennent aujourd'hui des problématiques. Les tendances religieuses, les conceptions. Et finalement, les gens deviennent de plus en plus intolérants. Dans un pays où ces gens ont vécu ensemble pendant plusieurs années et les gens ont coexisté ensemble. Chrétiens et musulmans, fêtent ensemble. Noël et Tabaski sont célébrés par les mêmes communautés. Et celui-là qui fait ses pratiques ancestrales a son jeune frère imam. Chacun fait sa pratique religieuse, ça n'a jamais dérangé personne. Mais aujourd'hui, ces questions sont devenues des questions de société, les réseaux sociaux aidant, et les gens se déclarent même la guerre à mort. Donc si on profite de tous ces aspects-là,
qui sont entretenus. Méfiance entre les gens d'une même religion. Naissance et incompréhension entre les gens de religions différentes. Bras de fer entre soutien et opposé à la transition. Mais entre tout ça, il y a un pays qui a existé, qui a besoin d'exister et qui doit exister. C'est le Mali. Donc on veut déchirer ce peuple-là de l'intérieur et maintenant on vient après pour dire qu'il y a un génocide, il y a ceci, il y a cela, il faut intervenir. Et finalement on ne se retrouve pas. Le danger, il est quoi? On a vu d'illustres inconnus, des gens que personne ne connaît dans l'histoire politique et sociale du Mali des 40 dernières années. Ils n'ont même pas d'attache ici. Ces gens, se réclamant maliens, résidant en France, commencent déjà à se mêler de nos affaires intérieures. On se demande si certains parmi eux ont un passeport malien. Et pourtant, ils se revendiquent maliens. Tous ceux-ci sont en train de profiter d'une situation de connivence avec l'extérieur pour déstabiliser un pays qui n'en a vraiment pas besoin. Donc nous devons faire énormément attention. On ne peut pas rester dans sa peau de journaliste indépendant, impartial, cultivé, raffiné, méthodique. Tout ça c'est vrai, c'est normal, c'est des valeurs à défendre. Mais quand on voit que, au nom du respect de ces valeurs-là, on veut mettre à genoux un pays, faisons attention. Alors, j'ai trouvé que cette vidéo était très intéressante, très enrichissante. Je vous invite à dire ce que vous pensez. Je précise encore, je suis pas le détenteur des droits d'auteur. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous d'abord. Ensuite, dites ce que vous pensez en commentaire. Laissez vos commentaires, je vais lire, je vais vous répondre. Et on se voit à très bientôt. Ciao, ciao.